Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire NRB sur le thème des applications legacy et de la containerisation. Pour information, vous pourrez laisser toutes vos questions dans l'onglet questions de Teams. Commençons par cette présentation par une présentation de nous-mêmes. Donc Denis Charançon, SME DevSecOps. Je fais partie du département applicatif NRB. Mon travail consiste à accompagner les équipes applicatives et les managers dans la culture DevSecOps. Pour ma part, je m'appelle Sébastien Schmitt, donc j'ai rejoint NRB il y a un an et j'ai un rôle d'architecte pour tout ce qui est Kubernetes et OpenShift. Donc mon rôle est d'accompagner les clients dans les différentes solutions, de réfléchir à des architectures qui sont principalement basées sur les containers et les plateformes d'orchestration. Faisons d'abord un premier détour par le résumé de la présentation. Donc, nous parlerons évidemment des applications legacy et de la containerisation. Nous aborderons ensuite les moyens de migration et de modernisation de vos applications, quelques cas d'usage que nous avons eu l'occasion de mettre en place et un résumé du plan d'action à appliquer pour pouvoir moderniser ces applications. Tout d'abord, partons sur une petite définition de ce qu'est pour nous une application legacy. Donc une application legacy, c'est un logiciel souvent basé sur de vieilles technologies, peut-être aussi dans une infrastructure désuète, qui continue d'être utilisée dans le cadre d'une entreprise. Ces applications ont un ensemble de problématiques, citées ici à droite sur le slide, qui sont les suivantes. Donc, un coût de maintenance assez important. Ces applications demandent un investissement important, que ce soit en temps ou en infrastructure, conserver une ancienne infrastructure pour laisser tourner cette application legacy. Elles amènent aussi un ensemble de risques. Elles sont vecteurs de vulnérabilité. Dans quel sens? Simplement les librairies qui sont en fin de vie, plus de support de ces librairies. Donc ce sont des cas qui arrivent régulièrement. Elles ont souvent une grande complexité, elles sont anciennes, souvent un peu oubliées, mal documentées, et souvent il arrive que la perte de confiance apparaisse sur ce type d'application-là. On ne veut plus trop les toucher, on ne veut plus trop les déployer, on ne veut plus trop les maintenir. Cependant, elles doivent quand même toujours répondre aux mesures réglementaires, et notamment aujourd'hui le NIS2 et l'AI Act. Et donc ces applications ont quand même besoin d'évoluer pour pouvoir continuer à vivre. Ensuite, les interdépendances. Ces applications sont souvent connectées à d'autres. Cette documentation n'est pas toujours correctement présente dans votre bibliothèque de documentaire. Et ces applications ont souvent aussi un lien très fort dans l'environnement dans lequel elles tournent, que ce soit la version du système de l'exploitation ou la version du middleware qui permet d'exécuter cette application-là. Enfin, ces applications-là, souvent, peuvent être stratégiques. On évite un maximum d'avoir une coupure sur le système, que ce soit pendant des mises à jour ou en cas de désastre, au moment où on veut commencer à les rétablir. Donc, ces applications-là ont quelques problématiques, et aujourd'hui, nous proposons donc de rentrer dans le vif du sujet, qui est la containerisation, et donc une des solutions que nous proposons pour pouvoir encadrer les problématiques de ces applications legacy. Pendant longtemps, en fait, les machines virtuelles ont été la référence pour déployer des applications. Donc, chaque VM embarque son propre système d'exploitation, donc que ce soit du Linux, du Windows, par exemple. Ça permet en fait d'avoir une isolation qui est vraiment très très forte, parce que donc ça c'est au niveau du kernel. Mais voilà, il y a pardon, il y a un gros désavantage, c'est qu'il y a un énorme overhead au niveau de la machine, parce que chaque système d'exploitation fait plusieurs gigas d'espace. Pour chaque environnement, ça met également pas mal de minutes à démarrer. Et donc c'est un modèle robuste, mais qui est donc particulièrement adapté aux applications plutôt legacy, mais qui vient avec son lot d'inconvénients et qui ne permettent pas forcément de moderniser des applications assez facilement. Les containers, à contrario, apportent une approche qui est assez différente. C'est-à-dire que chaque application, en fait, va venir packager avec le code source de l'application, mais également ses librairies et ses différents
différents binaires dont il a besoin. Et donc ici, en fait, l'isolation va plutôt se faire au niveau des processus et non plus au niveau des kernels. Donc on perd en fait une partie de l'isolation assez robuste des machines virtuelles, mais en contrepartie, on gagne en rapidité de démarrage, comme les images sont beaucoup plus légères qu'un système d'exploitation. Sur une même machine physique, on peut également faire tourner beaucoup plus de containers. Comme ils sont beaucoup plus compacts et plus petits, on pourra faire tourner plusieurs dizaines, plusieurs centaines sur une même machine, alors que des VM, on aurait pu en faire tourner que quelques-unes. Voilà, le compromis fondamental, c'est vraiment celui-ci, c'est vraiment l'isolation qui est moins forte au niveau des containers. Donc ça se fait au niveau des process du kernel. Mais voilà, en contrepartie, on gagne des avantages qui sont vraiment décisifs. C'est la vitesse de démarrage. Un container démarre en quelques secondes. La densité, parce qu'on peut mettre beaucoup plus de containers sur une même machine physique. Et également tout ce qui est portabilité. Parce qu'en fait, un container peut tourner sur n'importe quelle machine, que ce soit local, que ce soit dans un environnement de développement ou de production, sur un cloud. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment presque aucune limite, on va dire, à ça. Et donc, c'est vraiment la brique de base qu'on utilise quand on veut avoir une architecture qui est plutôt cloud native ou avec des microservices qui sont modernes. Un des gros enjeux, c'est de faire tourner ces containers quelque part. Donc, on peut le faire tourner sur notre propre machine. Maintenant, on va pouvoir faire tourner 4, 5, 6 assez facilement. Plus, ça va devenir compliqué. Donc, c'est ici en fait que rentrent en jeu les orchestrateurs de containers tels que Kubernetes. Donc, en fait, ils vont permettre de gérer des dizaines, voire des centaines de containers de façon très dynamique et très, très simple. Alors, comment est structuré Kubernetes? Donc, il y a deux grandes parties. La première, c'est le control plane, qui est vraiment le cerveau de la plateforme. Il est composé de plusieurs services, tels que l'API server. Donc, il faut savoir que quand on interagit avec Kubernetes, c'est que des calls API. Donc, c'est l'API server qui est vraiment le point d'entrée du cluster. Il y a également le scheduler, par exemple, qui lui va permettre de faire tourner des containers sur certains workers. Il y a aussi le TCD, qui est la base de données centrale de Kubernetes. Et donc, tous les manifestes vont être stockés là-dedans. On voit également sur le schéma que différents workers sont présents. Donc, ces workers en fait, sont directement connectés au control plane via un service qui s'appelle le kubelet. Et donc, les différents containers et les pods, donc les pods, c'est vraiment la plus petite unité qui fait tourner vraiment vos images Docker et containers. Donc, les différents pods sont sur les workers. Alors, un gros avantage de ce genre de plateforme, c'est qu'on va décrire un desire state. C'est-à-dire que on va écrire avec des fichiers YAML et un manifeste que l'on veut, par exemple, qu'un certain pod fasse tourner une image d'Nginx, prenons par exemple, sur un certain worker avec X ressources, donc peut-être 500 mégas de mémoire, 500 millisecondes de CPU. Et donc, on va envoyer ce fichier via Call API à Kubernetes. Et Kubernetes, lui, va se débrouiller pour faire tourner l'application de la façon dont on l'a décrite. Alors, les gros avantages de ce genre de plateforme, c'est qu'on a de autoscaling. Donc, c'est-à-dire que pour une même application, on pourra avoir plusieurs réplicas, donc une réplica, 2, 5, 10, 15, 20 réplicas, qu'on peut scaler de façon automatique, en fonction de certains thresholds, par exemple. Un autre avantage, c'est du coup le load balancing, qui permet de faire du round robin, par exemple, de nouveau, entre les différents réplicas d'un même service, pour éviter, pour répartir la charge entre les applications. Le self-healing, donc c'est-à-dire que dès qu'une application va crasher, la plateforme va la redémarrer de façon automatique.
et également tout ce qui est rolling update. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre à jour nos applications de façon presque transparente pour les utilisateurs. Et donc Kubernetes est vraiment devenu la plateforme de référence dans l'industrie quand on va faire tourner des containers à grande échelle. Alors, une des grandes questions, c'est où faire tourner cet orchestrateur. Donc à ce niveau-là, on a plusieurs choix. Soit on a les hyperscalers avec les clouds publics, tels qu'AWS, Azure, GCP, peut-être OVH également. Donc ce cloud est plutôt ciblé quand on veut faire du R&D, quand on veut avoir beaucoup d'élasticité, ou quand on veut vraiment aller très très vite, parce que les services sont déjà presque disponibles. A contrario, on a également les clouds souverains. Donc pour certaines entreprises plutôt actives dans le monde financier, dans le monde de la santé, dans le monde public, où les données sont sensibles et qu'on a besoin vital de garder ces données dans un environnement souverain. Un cloud souverain, du coup, fait beaucoup plus de sens, comme les données vont rester en Belgique, par exemple, ou avoir de la conformité pour tout ce qui est RGPD2 et NIS2. Et on a également des modèles hybrides, dans le cas où on a toujours en premise des applications plutôt legacy. On va vouloir migrer vers du contenu plutôt containerisé, mais on veut toujours avoir un peu le trade-off, on va dire, entre les deux mondes. Et donc, avoir un cloud hybride est également une solution. Un autre avantage de Kubernetes, c'est que tous ces clouds, on va dire, proposent des solutions managées. Et comme Kubernetes est un standard, on va pouvoir le faire tourner de façon presque uniforme sur chacun des clouds. Au niveau d'NRB, NRB en fait, se positionne en offrant les trois environnements. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de se retrouver prisonnier d'un fournisseur. Donc, dans ce cas, NRB en fait, a pris le choix de proposer les trois solutions. Pour tout ce qui est cloud souverain, donc NRB travaille énormément avec OpenShift pour son modèle de Kubernetes. Et donc, les données, comme on a dit avec les clouds souverains, vont rester en Belgique. NRB propose également des solutions hybrides. Dans ce cas-là, comme on en a parlé avant, d'avoir des parties on-premise, des parties dans de cloud souverain. Et on a également donc, accès au cloud public dans le cas où le client va avoir pas mal d'élasticité, ou bien va avoir accès à des services managés, style Bedrock par exemple, s'il veut faire de l'AI avec certains modèles. Et donc, NRB permet en fait d'avoir des connectivités directes avec des clouds publics, directement pour absorber par exemple des pics de charge également. C'est vraiment un des gros avantages d'NRB. Le gros différenciateur, en fait, c'est la lutte contre le vendor lock-in. C'est-à-dire que certains hyperscalers vont proposer de faire tourner vos containers sur leur plateforme, mais de façon propriétaire. Donc, c'est des services, par exemple, AWS a le service ECS, qui est vraiment un produit propriétaire AWS. Et donc, si on va faire tourner nos containers sur ECS, on ne pourra pas les faire tourner de la même façon sur une autre plateforme. Donc, c'est pour ça, en fait, que il y a différents standards open source qui ont été mis en place par différentes communautés. Donc, notamment pour tout ce qui est container, il y a le format OCI, donc qui est le Open Container Initiative, qui en fait est un standard universel qui permet et qui assure en fait que quand un container est créé, il va pouvoir tourner de la même façon sur n'importe quelle plateforme, donc que ce soit de l'OpenShift, du Kubernetes on-premise, du Kubernetes managé par AWS. Ensuite, on a tout ce qui est infrastructure as code et du GitOps. Donc en fait, ça nous permet en fait de rendre l'infrastructure déclarative. Donc on va via du code dire qu'on veut faire tourner tel service avec telle image de container par exemple. Donc en fait, ça rend l'infrastructure reproductible
on peut la déployer en développement, en test, en acceptance, en production très très facilement. Et enfin, il faut également mettre le focus sur l'utilisation de standards ouverts, donc open source. Donc pour tout ce qui est Kubernetes, l'utilisation de Helm. Donc Helm, c'est le package manager pour déployer des applications sur Kubernetes et également OpenShift. Ça permet en fait d'assurer une interopérabilité totale et de changer d'environnement très facilement sans devoir réécrire les applications et les déploiements. En résumé, NRB propose une stratégie en fait où innovation, souveraineté et modernisation ne sont pas des choix exclusifs, donc ils sont complémentaires et on y va à la vitesse dont le client a besoin. On a remarqué qu'il y avait un grand challenge qui arrivait du coup avec l'émergence des containers. C'est que on ne sait pas en fait comment permettre aux développeurs de déployer rapidement et en toute sécurité leurs applications. C'est pour ça que la notion de platform engineering a vu le jour. Le principe est assez simple. Donc c'est une équipe qui a des compétences infrastructure, qui est dédiée en fait et construit et maintient une plateforme interne. Donc on appelle soit cette plateforme un IDP, qui est l'acronyme pour Internal Developer Platform. En fait, cette plateforme permet d'abstraire la complexité de l'infrastructure sous-jacente. Donc, on peut parler de réseau, de stockage, de règles firewall, par exemple, ou de sécurité standard à une société. Donc, en fait, les développeurs en fait, n'ont plus qu'à, entre guillemets, choisir un catalogue, enfin, parmi un catalogue de services, des applications qui ont déjà été pré-packagées par cette équipe. Ils peuvent également obtenir des environnements facilement déployables à la volée. Et donc, ils ont accès en fait, à une sorte de self-service parce que tout est utilisable pour eux et prêt à l'emploi. En dessous de ça, en fait, la plateforme s'appuie sur plusieurs piliers. Donc, il y a les pipelines CI/CD qui permettent d'automatiser le lifecycle des containers, par exemple. Donc, on va parler du build, du test, du déploiement également. Ensuite, le GitOps va faire de Git la source de vérité. C'est-à-dire que tout ce qu'on va écrire dans Git va se refléter dans le cluster au final. Donc ça permet en fait d'avoir des avantages assez importants, comme avoir du coup la déclaration qui est les déploiements qui sont déclaratifs, qui sont versionnés, mais également auditables. Donc comme c'est du Git, on sait voir qui a fait quel commit à quel moment, qui a validé une pull request par exemple, pourquoi. Donc c'est vraiment un des gros avantages de faire du GitOps. Et enfin, la sécurité est vraiment intégrée dès la conception. On fait beaucoup de policy as code. C'est-à-dire que via des fichiers manifestes, on va écrire des règles qu'on veut que les containers, par exemple, ou les développeurs respectent. Et elles vont être enforcées directement au niveau de la plateforme. Donc ça permet vraiment en fait, d'avoir une sécurité qui est renforcée à différents niveaux. Le résultat, en fait, c'est que les développeurs livrent beaucoup plus vite leurs applications. Ils ne sont plus bloqués par des tickets à faire ou par des problèmes d'infrastructure sous-jacents. Et d'un autre côté, les équipes qui sont plutôt Ops gardent vraiment un contrôle sur la plateforme et la sécurité, parce que voilà, pas mal de policies sont mises en place et sont appliquées de façon automatique du point de vue de la plateforme. Donc, nous venons de faire le tour de ce qu'est une application legacy et aussi la conteneurisation, la manière d'exploiter son conteneur dans un orchestrateur. L'étape suivante, évidemment, c'est comment est-ce qu'on en arrive à passer d'une plateforme on-prem vers une plateforme potentiellement on-prem aussi, mais cloudifiée, ou vers une solution cloud
une solution cloud. Donc, pour ce faire, les grands acteurs du cloud utilisent une stratégie qui s'appelle la stratégie 7R. Son but est d'accompagner les personnes qui veulent migrer leur infrastructure vers leur solution cloud. Dans le cadre des applications legacy, on reste exactement dans la même dynamique. Et donc, on peut réappliquer cette même règle sur vos applications legacy pour essayer de faire migrer ces applications-là vers de la containerisation et par la suite pouvoir les moderniser. Donc, comment se passe cette stratégie 7R? Elle se passe en 3 étapes. La première, qui est une étape assez importante, qui est donc le cadastre de votre portfolio applicatif. Le but étant d'identifier toutes vos applications, d'y mettre un certain nombre de critères, afin de pouvoir hiérarchiser ces applications. Cette hiérarchisation se passe dans les différents R mis à disposition. Donc, ces R ont évidemment des règles business. On va essayer de respecter le time to market, le coût, etc. Mais on va aussi faire attention aux contraintes. On a des deadlines, on a un budget parfois qui est serré. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. Passons vite sur l'ensemble des R. On va commencer par le premier en haut à gauche, le relocate. C'est le cas le plus classique. Vous prenez votre VM et vous la déplacez vers un nouvel hyperviseur. On ne parle pas à ce moment de containerisation. Ensuite, le rehost n'est toujours pas de la containerisation. On ne va plus migrer l'ensemble de la VM, mais seulement exporter la partie applicative pour aller la mettre potentiellement sur une nouvelle VM. On pourrait faire du rehost aussi de conteneurs si l'application est déjà containerisée. La partie replatform, celle-ci nous intéresse déjà un petit peu plus. Là, on va commencer à travailler sur ce mode conteneur. Votre application legacy va être adaptée un minimum pour pouvoir être conteneurisée, c'est-à-dire qu'on va paramétriser l'ensemble des éléments qui permettent de faire tourner votre application, les URL pour aller vers les bases de données, user, mot de passe, etc. On va aussi potentiellement commencer à profiter d'un ensemble de services proposés par la plateforme qui héberge votre application. Si vous êtes sur AWS, une DB managée par AWS, par exemple. Donc, on parle là d'applications qui sont cloud ready. Donc, elles sont prêtes à être déployées dans un cloud. Donc, on peut commencer à les déplacer. L'étape suivante, où on fait le plus de travail, on parle de refactor. Donc, c'est la réécriture de l'application. On va tendre là vers ce qu'on appelle du cloud native. Donc, votre application a pour but de pouvoir tourner sur du cloud et exploiter 100% de la puissance du cloud. Il y a des limites, comme l'a cité tantôt Sébastien. Le vendor locking est parfois bloquant, mais avec des solutions telles que Kubernetes et les services managés, il y a la possibilité d'essayer de tirer 100% de partie de la puissance que vous offre votre hébergeur. Votre hébergeur qui peut être évidemment aussi votre propre infrastructure. L'étape suivante, c'est un remplacement pur et simple de votre applicatif par un outil du marché, une solution proposée par cette plateforme cloud qui vous héberge ou un outil SaaS du marché. Là, on parle juste donc de rachat et d'une décommission potentielle de votre applicatif. Un point important, c'est le retain. On ne peut pas tout déplacer dans le cloud. On a parlé de mode hybride tout à l'heure et en mode conteneur non plus. Donc, potentiellement, certaines applications legacy vont rester legacy, cependant, sur des VM. Cependant, si vous avez déjà pu extraire une grosse partie de votre infrastructure vers de la containerisation, vous avez fiabilisé, stabilisé cette partie-là. Donc, le travail pour maintenir les dernières applications est moindre et potentiellement, une fois que la première migration est terminée, il sera peut-être temps de repenser à ce retain-là et peut-être repasser par toute la boucle. Enfin, l'étape la plus classique, c'est la décommission. Votre application legacy, en fait, on la maintient, mais elle n'a plus de valeur business pour vous. Et donc, à un moment donné, ce qu'il ne faudrait pas simplement la couper. Ça, c'est le dernier R qui est proposé. Donc, la troisième étape, et en fait, elle fait un peu partie de la deuxième, c'est qu'on mixe les R. Si vous avez un portfolio applicatif, on ne va pas viser le refactor pour l'ensemble de vos applications. On va viser le R adapté aux contraintes et aux besoins business. Quelques points importants évidemment à retenir lors de ce type de migration et de réflexion, c'est qu'on ne parle pas uniquement d'un problème infrastructure, d'un projet infrastructure, c'est un projet qui a pour but de se baser sur les décisions du métier, c'est lui qui a une vue
des deadlines, des retours sur investissement et autres. Les équipes infrastructures interviennent dans le processus, mais rien plus tard, pour arriver à mettre en place la solution et accompagner les équipes métiers pour mettre en place cette solution. Autre chose importante, le point 2 et 3, ce sont évidemment la gouvernance qui est mise en place sur ce genre de migration. Les critères de succès, les plans de contingence sont évidemment définis au plus tôt et maîtrisés. Et enfin, cela demande un suivi assez grand, c'est-à-dire que cette migration peut prendre du temps. Il faut avoir une vue complète de cette migration-là et rechallenger l'agenda régulièrement pour être sûr qu'on tient la route et voir si on ne doit pas effectivement revoir nos ambitions sur l'une ou l'autre application. Dans le cadre de ce genre de migration, NRB offre un service à ses clients qui est quelque part une implémentation de ce CETR qu'on vient de définir, qui s'appelle le NRB Cloud Service Framework. Il est divisé en 4 grands axes. La partie plan, donc identification des besoins business, design de la solution choisie et planification pour la mise en exploitation de cette solution. La partie ready est vraiment la partie où on met les mains dans le moteur, où on va aller exploiter l'application, mettre en place la maintenance de cette plateforme cloud qui va pouvoir être évidemment évolutive et sécurisée. Autre axe important qui n'est pas toujours visible dans le 7R, c'est la partie adopt, donc l'adoption du cloud par vos équipes. Il est important évidemment que tout le monde soit dans le train pour pouvoir partir vers le cloud, puisque la plupart du temps, ce sont vos équipes qui vont, ou vos prestataires qui vont devoir faire la migration. Donc l'idée, c'est d'accompagner ces personnes, ces différentes équipes, à la vision cloud native, si c'est celle-ci qu'on vise, ou en tout cas la cloud ready, pour pouvoir containeriser vos applications et finaliser cette migration. Enfin, comme précédemment, évidemment, la partie manage, donc la gouvernance est importante. Donc là, on est capable aussi de vous accompagner sur cette partie-là, dans le but, évidemment, d'assurer cette continuité, la sécurité et aussi l'évolution continue opérationnelle. Avec tout ça, on propose un 5e point qui ne fait pas partie du framework, mais qui est important, qui est donc une nouvelle technologie qui est l'IA, que vous connaissez sûrement tous, vous avez tous entendu parler, à travers le service proposé par NRB Sophia. Donc Sophia est un service IA pensé pour être souverain. Celui-ci donc peut tourner sur un écosystème souverain, sur un cloud souverain, mais peut aussi tourner dans du cloud public à la demande. Celui-là même est basé sur les mêmes règles de ce qu'on explique ici, sur la containerisation, sur Kubernetes, ce qui vous permet de pouvoir exploiter correctement cette information, cet outil. Cet outil va évidemment être un acteur important dans la migration de vos applications, parce qu'il va accélérer certaines étapes. Chose importante aussi, Sophia n'est pas nécessaire pour la migration. C'est un outil, en fonction des besoins du client et de sa volonté, on peut ou non l'activer. Après avoir parlé de migration, 2 cas d'exemple existants chez NRB. Commençons par le premier, donc un simulateur de calcul. C'est une équipe business, enfin 2 équipes business qui ont besoin de faire des calculs par trimestre. Ces équipes sont interdépendantes, c'est-à-dire que les calculs de l'un vont permettre de lancer les calculs de l'autre plusieurs fois sur le trimestre. Ici, la mise en avant de cette application, c'est de montrer un petit peu ce que va vous apporter cette migration vers de la containerisation, et ce qu'on pourrait en retirer. Donc cette application, à la base, tourne on-premise, ce sont des monolithes, et le calculateur est basé sur une infrastructure, si on se concentre sur lui, de 20 VM, tournant 24 heures sur 24. Chaque VM hébergeant 4 calculateurs, donc 80 calculateurs parallèles disponibles pour les 2 équipes. La base de données est une DB Oracle, donc qui a aussi un coût de licence qui est lié. Le but du métier au moment où on démarre ce projet de migration, c'est d'augmenter le nombre de simulations. On est limité aux 80 calculateurs et aussi de réduire les dépendances à l'environnement. Le calculateur actuellement tourne sur une machine de type Windows et cette machine a un OS. Les mises à jour OS peuvent avoir un impact sur le calculateur. Le calculateur est aussi une application Java et donc dépendant de la version de Java. Une mise à jour Java peut aussi impacter le calculateur. Le risque là derrière, évidemment, c'est que les calculs ne soient plus identiques après mise à jour. Donc le but est de réduire cette dépendance à l'écosystème qui héberge cette application.
La solution proposée, donc c'est une solution hybride du NRB Next avec une solution OpenShift pour la partie monolithe. Les applications étaient adaptées pour pouvoir tourner en partie dessus et aussi profiter de la puissance de calcul que nous offre AWS. Et donc, les deux ensemble permettent de maintenant proposer 200 calculateurs à la demande. Donc, ces calculateurs, par défaut, ne tournent pas et ne tourneront que si quelqu'un démarre une demande de calcul. La base de données aussi est en partie hébergée sur AWS et on va utiliser l'élasticité de la base de données pour passer de 1 à 256 ACU. Un ACU, c'est le lien entre le CPU et la RAM, ce qui veut dire que par défaut, la DB est toujours up, mais avec le minimum de puissance nécessaire et pourra, si besoin, aller plus loin. Dans le cas de ces migrations, on a appliqué un ensemble des 7 R ici présents et passons maintenant au résultat. Donc, ce qu'a gagné le client dans le cadre de cette migration, c'est une diminution par 2 du coût d'exploitation de l'infrastructure de son calculateur, donc c'est VAVM. Le temps de calcul a été aussi diminué par 2 puisqu'on a plus de calculateurs et que comme les calculs vont plus vite, les équipes peuvent plus facilement, plus rapidement travailler, elles n'ont plus besoin de s'attendre l'une l'autre. Augmentation de la résilience à travers la containerisation. Le calculateur est embarqué dans un conteneur avec sa version de Java. On peut le garder et le redémarrer à tout moment. Il aura toujours le même résultat de calcul. L'élasticité, on en a déjà parlé. Et enfin, au niveau du business, le business a maintenant de nouvelles idées d'innovation. Ils ont gagné en réalité en temps opérationnel. Ils sont passés de 11 mois à 3 mois sur ce travail de calcul, ce qui leur permet évidemment d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux calculs pour demain. Autre cas plus classique, c'est une migration d'applications de type monolithe vers de la containerisation. Donc là, on parle de résilience et de complexité. Dans notre cas, on a 2 clients qui ont plus ou moins eu le même besoin. Ils ont des VM, les déploiements sont automatisés ou manuels, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de choses qui sont encore faites manuellement. Donc il y a une grosse complexité au moment du déploiement et aussi au moment du build de l'application. Et donc les besoins, c'est de réduire cette complexité-là. Et il aimerait bien aussi augmenter sa résilience, c'est-à-dire que le système tournant sur une VM, si celui-ci tombe, quelqu'un doit se connecter et redémarrer le système. La solution préconisée ici pour nous, évidemment, c'est cette plateforme OpenShift sur du NRB Next, mais quelque part, elle pourrait tourner sur n'importe quel cloud, ce qui permet évidemment de standardiser la manière dont vont être déployer l'ensemble des applications, que vous avez des applications Python, Java, .NET, elles vont être standardisées puisqu'elles sont conteneurisées, donc on déploie des conteneurs et plus des applications, et on reprend un peu la main aussi sur cette infrastructure qui est connue et maîtrisée. On applique encore un certain nombre de R dans le cadre de ces migrations-là, et donc les résultats derrière sont évidemment une augmentation de la sécurité, de la résilience, de l'observabilité, c'est-à-dire que maintenant l'application a de l'auto-restart de base, elle est standardisée, l'observabilité, donc les logs, les métriques sont disponibles plus facilement pour le client et ou pour les développeurs. L'IAC, donc l'infrastructure as code, permet évidemment de templatiser le déploiement de cette infrastructure de manière pérenne et dans l'ensemble des environnements. Et le déploiement automatisé permet aussi de faire un shift et donc de permettre de parfois enlever cette charge de déploiement sur les équipes d'exploitation pour les donner à d'autres personnes. Dans certains cas, ce sont des développeurs, puisque le déploiement consiste maintenant à cliquer sur des boutons et ne plus exécuter des scripts. Résultat évidemment aussi important, c'est que cette containerisation amène une consistance complète dans votre environnement. On peut faire tourner n'importe où ce conteneur va tourner sur la machine du développeur et ce sera le même conteneur qui tournera en production. Tout ce qui va changer, ce sont les variables d'environnement et les secrets partagés par Vault, le secret manager. L'isolation, évidemment, est importante puisque le conteneur, par défaut, ne voit pas ce qui se passe sur son hôte. Donc, il est possible de faire tourner plusieurs fois la même application sur un même hôte et dans des versions différentes, ce qui vous permet de faire du blue-green deployment, par exemple. Et enfin, l'image layer est important aussi. Donc, les images, donc les conteneurs sont basés sur des images. La gestion de ces images est importante, vous permet de mettre un axe sur la sécurité,
pardon, vous permet d'avoir un axe sur cette sécurité, c'est-à-dire qu'elles sont scannées pour pouvoir automatiquement détecter les problèmes. Ces images sont partagées sur l'ensemble de vos applications et donc reconstruire ces images à travers l'automatisation, l'IAC, les CI/CD est simplifié et l'exploitation vous permet assez rapidement de tester, de valider que cette mise à jour est cassante ou pas dans le cadre de cette migration. Donc tout ceci amène évidemment une possibilité de standardiser, fiabiliser l'infrastructure pour vous rassurer après sur l'évolution, on va dire plutôt applicative, mise à jour par exemple de votre version de Java ou mise à jour applicative des nouveaux cas business présents dans l'application. Donc voici ce qui termine un petit peu les deux cas d'usage. Maintenant, je propose de passer la main à Sébastien pour le résumé des étapes dans le cadre de ce genre de migration. Donc ici, si on essaie de répondre à la question posée en début de webinaire, comment est-ce qu'on va moderniser une application? On peut partir sur 6 points. Donc le premier, c'est que, comme Denis l'a dit, il faut commencer par une analyse. Donc le 7R est un framework qui est assez puissant et qu'il faut utiliser. Il ne faut pas commencer par la technique directement. Il faut vraiment réfléchir à la solution, voir si moderniser l'application a du sens ou pas, ou bien si elle est obsolète, est-ce qu'on va la garder telle quelle? Donc toutes ces questions en fait sont légitimes, ont du sens, et même économiquement, ça a du sens de garder une application qui est peut-être legacy telle quelle. Ensuite, les containers, donc le container n'est qu'un outil. Mal l'utiliser, il va juste déplacer des problèmes peut-être déjà existants sans forcément les résoudre. Donc ici, l'hygiène des images est vraiment très importante. Les images doivent être légères, mises à jour régulièrement et avoir des scans de vulnérabilité très fréquents pour détecter des CVE qui pourraient impacter la sécurité de l'application et de la plateforme. Donc, à savoir également que plus les images sont légères, moins elles embarquent de librairies et donc moins de fausses attaques. Un mauvais container, ce n'est jamais qu'une application du coup qui est juste emballée différemment, mais ça reste une application qui est mal faite. Ensuite, Kubernetes, c'est une plateforme, ce n'est pas un produit. Donc il faut éviter en fait de juste partir sur du Kubernetes parce que tout le monde le fait. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à la solution. Est-ce qu'une plateforme telle que Kubernetes a du sens dans notre cas ou pas? Et donc ça doit être guidé vraiment par des contraintes réelles. Donc c'est-à-dire que où est-ce qu'on va faire tourner par exemple, cette plateforme doit répondre à des critères qui sont importants pour votre société. Donc typiquement tout ce qui est résidence des données, tout ce qui est conformité, et également en fonction de la maturité des équipes. Et donc la technologie ici doit servir la stratégie et pas l'inverse. En quatrième, il y a également le platform engineering qui permet de réduire les frictions entre les développeurs et la partie plutôt infrastructure. Donc c'est vraiment des outils à mettre en place pour faciliter la vie des développeurs. Donc un IDP, donc une Internal Developer Platform qui est bien conçue et bien faite, va éviter aux développeurs des allers-retours entre les différentes équipes infrastructure et à créer des tickets à gauche et à droite. Et également avoir du GitOps comme source unique de vérité a également beaucoup de sens. Ça permet que tout soit versionné, auditable et reproductible d'environnement en environnement. Ensuite, le DevSecOps, c'est vraiment un changement de culture, un changement de paradigme. Donc c'est d'abord un changement culturel à mettre en place avant qu'il devienne vraiment un avantage technique. Donc c'est souvent un des points qui est le plus sous-estimé des projets de modernisation. Donc tout ce qui est pipeline et outils de sécurité ont vraiment de la valeur que si les équipes se l'approprient de façon correcte et également gèrent le life cycle de bout en bout. Donc ici en fait on ne va pas changer une culture avec juste des outils, il faut vraiment que la culture d'entreprise soit prête pour avoir ce shift technologique. Et ensuite, la modernisation est vraiment itérative. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un Big Bang et moderniser toutes les applications. Comme Denis l'a dit, il faut prendre étape par étape, prendre un premier microservice,
enfin, prendre une première application legacy, voir ce qu'on en fait, si ça rend du sens de la moderniser ou pas. Si oui, alors on va commencer à entamer le processus. Et une fois que c'est fini, on passera à l'application suivante, etc., etc., etc. Donc si c'est vraiment une étape qui est vraiment très itérative, pour éviter vraiment d'avoir pas de problème en même temps. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser par rapport à ce webinaire et comment moderniser les applications. Donc, une première question est quelle est la différence entre Kubernetes et OpenShift? Ouais, donc ici, une question qu'on nous pose souvent, c'est voilà, pourquoi est-ce que je devrais plutôt partir sur de l'OpenShift ou du Kubernetes? Il faut savoir en fait que Kubernetes est la base d'OpenShift. Donc on associe souvent en fait Kubernetes comme étant un moteur, et OpenShift c'est vraiment la voiture dans laquelle on va mettre le moteur. Quand on va déployer un Kubernetes, qu'il soit vanilla ou même un service managé sur un hyperscaler, la solution Kubernetes vient presque vide. C'est-à-dire qu'il y a, si on veut exposer une application, il n'y a rien. C'est à nous d'installer différents composants. Pareil pour le monitoring, pareil si on veut du block storage par exemple, ou bien si on veut un API gateway, il n'y a vraiment rien à ce niveau-là. Tandis qu'une solution comme OpenShift vient prépackager avec toute une série de composants qui sont prêts du coup pour une société à vraiment passer en production très rapidement. Voilà un petit peu comment on pourrait résumer la différence entre OpenShift et Kubernetes. Nous ne voyons plus d'autres questions, donc nous vous remercions d'avoir participé et de nous avoir écoutés dans le cadre de ce webinaire, et bonne journée à tous. Bon après-midi. Au revoir.